Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo de la Constitution sans langue de bois. Le but de cette série de vidéos est de vous faire connaître notre anti-constitution et de vulgariser son contenu pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent se rendre compte des aberrations qu'elle contient. Aberration lourde de conséquences étant donné qu'elle conditionne tous les aspects et les problèmes que nous rencontrons en tant que pseudo-citoyens français. L'anti-constitution est tellement corrompue qu'elle rend inefficace la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, des initiatives populaires visant à améliorer les conditions de vie du plus grand nombre. Car lutter contre la pauvreté, les inégalités, la mauvaise répartition des richesses, la destruction du vivant, vouloir ajouter un peu de participation via un système de RIC, améliorer l'égalité hommes-femmes, etc., ne peut avoir une quelconque efficacité, étant donné que les bases du système sont corrompues. C'est un peu comme si vous essayiez de faire pousser des arbres fruitiers dans un sol saturé en herbicides. L'échec est assuré. Et si vous avez besoin d'une preuve tangible, il vous suffit de regarder avec sincérité l'état pitoyable de notre pays. Aucun domaine n'est épargné par la destruction systémique et systématique des acquis sociaux. Alors la création de nouveaux acquis sociaux, j'en parle même pas. Pourtant, il existe une multitude d'associations, de groupements citoyens luttant pour leur conservation, mais aucune d'entre elles ne sont réellement efficaces, car elles ne s'attaquent pas à la racine du problème. Il est temps d'en prendre conscience, car la régression s'accélère depuis des dizaines d'années. Une constitution a pour but d'encadrer le fonctionnement du pays, de définir un système, orientant ainsi le fonctionnement de celui-ci. C'est pourquoi certains parlent de cause des causes quand il s'agit de lutter pour un changement de constitution, car il s'agit de facto d'une action radicale dans le sens noble du terme, puisqu'il s'attaque à la racine du problème. Or, notre constitution décrit un système qui fait de la France l'extrême inverse d'une démocratie, c'est-à-dire une tyrannie. Certains pourraient être choqués par ce terme, mais c'est bel et bien ce qui est décrit dans la Constitution. Prétendre l'inverse serait un déni de réalité, d'autant plus que plus les choses avancent, plus il est difficile pour la tyrannie de se cacher derrière le mot démocratie. Seul le déni collectif permet à cette situation de perdurer. L'idée de cette série de vidéos est la suivante. Je vais vous afficher le contenu de la Consti-Torchon, comme ça vous pourrez admirer l'authenticité de la langue de bois de nos oligarques, et oralement je vais vous faire une traduction satirique, sans filtre, pour que la réalité soit en lien avec ce qui est relaté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici le préambule de la Constitution, qu'on pourrait traduire de cette façon. Le peuple français a bon dos, donc pour se donner bonne conscience, on va dire qu'il proclame des textes qu'il n'a jamais lus, dont il n'a aucune idée de leur puissance, parce que si c'était le cas, il pourrait nous la mettre bien profond. En vertu de l'autoritarisme, la tyrannie impose aux colonies d'outre-mer, qui n'ont pas leur mot à dire, les institutions de la démocrature française fondées sur l'idéal commun de l'esclavagisme, l'inégalité, l'hypocrisie, en vue de leur imposer la soumission à l'ordre social. Elle est pas belle la tisane ? D'ailleurs, pour ceux qui veulent comprendre le premier paragraphe de la satire, je vous invite à lire l'article qui est en description. Allez, on continue, on rentre dans le vif du sujet. Voici l'article premier. La France est une république divisée, laïque, enfin ce qui paraît, tyrannique et oligarchique. Elle assure l'inégalité devant la loi des sujets de l'Empire, favorisant la classe supérieure et dominante, dénommée les oligarques. Ils sont les représentants et les serviteurs d'une extrême minorité de personnes et défavorisent le plus grand nombre. Elle discrimine les croyances qui ne vont pas dans le sens de la doxa, quitte à nier la réalité sans aucune impunité. Son organisation est centralisée, nombriliste, autour de la ville de Paris. Grâce à la loi, tout le monde peut élire ses maîtres et tout le monde peut devenir serviteur de la fonction publique. Évidemment, les hautes fonctions sont quant à elles réservées exclusivement aux bien-pensants ainsi qu'aux fils et filles de bonne famille. Comme vous avez pu le constater, cet article premier pose les fondations du système républicain, fondation d'une hypocrisie surréaliste, à tel point que je suis persuadé qu'il n'est pas nécessaire de développer. Sans plus attendre, voici l'article 2, inclus dans la partie dénommée de la souveraineté. Article 2. La langue de la démocrature est le français. L'emblème national est le drapeau bleu, blanc, rouge, histoire de symboliser l'importance de la centralisation autour de la ville de Paris, représentée par le bleu et le rouge, ainsi que l'attachement au système tyrannique de la monarchie, symbolisé par le blanc. L'hymne national est la Marseillaise, une chanson révolutionnaire histoire de faire dans l'hypocrisie la plus totale et ne pas passer pour une tyrannie. En plus, qui sait, en faisant chanter un chant révolutionnaire aux gueux tous les 4 matins, ça leur fera peut-être passer l'envie de se rebiffer. La devise de la démocrature est esclavagisme, inégalité, hypocrisie. Son principe est gouvernement du petit nombre, par le petit nombre, pour le petit nombre. Article 3. La souveraineté appartient aux oligarques qui l'exercent via une pseudo-légitimité tirée de l'élection, un système corporatiste et l'utilisation anecdotique du référendum qu'ils contrôlent. Seule une minorité des bien-pensants peuvent être réellement souverains. Le droit de vote peut être donné au plus grand nombre pour les trucs qui ne servent à rien, mais il est donné au petit nombre pour les choses essentielles. Sont électeurs n'importe quel gueux majeur,
car c'est un pouvoir sans intérêt, non contraignant, dont le résultat est contrôlable dans un système corporatiste. Article 4. Les groupes d'influence politique occupent une place centrale dans le fonctionnement de la démocrature. Pour faire genre, il y a un débat et une pluralité. Ils se forment et exercent leurs activités librement tant qu'ils se soumettent à la doxa, l'oligarchie tyrannique, et ne remettent pas en cause la démocrature. La loi garantit qu'il n'y ait aucun changement de régime possible pour la conservation de l'ordre oligarchique de France. Petite précision sur la fin de l'article 4. Je fais référence ici aux nombreuses lois appelées garde-fous qui empêchent de façon systémique le bas peuple d'accéder à la fonction suprême de président de la République. Derrière le terme garde-fou, couramment utilisé par les oligarques, est très explicite. Du point de vue des oligarques, le peuple est fou, donc il ne faut pas qu'il ait accès à certaines fonctions. En parlant des certaines fonctions interdites au peuple, voici le titre 2 traitant de la fonction de guide suprême, officiellement nommé le président de la République. Article 5. L'empereur veille au respect de l'anticonstitution. Il est le juge suprême, possède tous les pouvoirs pour mener à bien sa mission de gardien de l'ordre tyrannique de France. Il est le garant de la dépendance du territoire envers les autres oligarchies du monde. J'aurais même pu parler de dépendance à ce qu'on nomme l'ordre mondial, qui n'est qu'autre qu'un ordre philosophico-économique servant les intérêts du petit nombre dans le monde entier, sans exception. Article 6. L'empereur est choisi pour 5 ans par le plus grand nombre, parmi une présélection systémique de candidats dociles, complaisants et soumis à l'ordre oligarchique établi. Une même personne ne peut être empereur plus de 2 fois d'affilée, car dans le cas contraire, le plus grand nombre pourrait se rendre compte de l'aspect tyrannique du régime et on serait un peu cramé. Article 7. L'empereur est élu à la majorité absolue, soit au premier tour ou au second tour s'il n'y a pas de majorité. Le scrutin est ouvert par le gouvernement. L'élection a lieu entre 20 et 35 jours avant la fin des fonctions de l'empereur. Si le gouvernement se rend compte que l'empereur est en galère pour gouverner, il saisit le Conseil des déments qui décidera si oui ou non il faut passer la main au président du Sénat ou au gouvernement, au cas où le président du Sénat est lui aussi en PLS. Durant ce remplacement, les articles 11, référendum, 12, dissolution, 49, 50 et 89 ne pourront être utilisés. Si l'empereur est raide ou pas loin, le Conseil des déments organise des élections anticipées. Si un candidat meurt ou qu'il est à moitié mort avant l'élection, le Conseil des déments peut reporter l'élection. Il peut aussi ordonner de nouvelles élections si ça arrive à l'un des 2 favoris. Bref, c'est le Conseil des déments qui gère les élections en cas de problème. Bon, je pense que vous l'aurez compris, mais le Conseil des déments n'est autre que le Conseil constitutionnel. Je lui donne ce petit nom car il est aussi appelé Conseil des sages, et je trouve cette appellation d'une hypocrisie ahurissante. Les déments leur convient mieux. Si vous voulez en savoir plus sur le Conseil constitutionnel, vous trouverez en description un de mes textes sur l'article 56. Allez, on continue. Article 8. L'empereur nomme le premier sinistre. L'empereur met fin aux fonctions du premier sinistre quand celui-ci présente sa démission et celle du gouvernement. Le premier sinistre a la possibilité de proposer au gouvernement les sinistres qu'il veut et ceux qu'il ne veut pas. Cet article 8 est intéressant pour la mise en évidence d'un problème systémique. Par cet article, nous pouvons entrevoir la position réelle du président, que j'aime appeler empereur car c'est bien la fonction qu'il occupe. Ici, nous pouvons apprendre qu'il forme sa cour et qu'en plus de cela, il n'est par principe pas tenu responsable de la démission de son Premier ministre, alors même que tout le monde sait que dans la pratique, ce sont les présidents qui demandent au Premier ministre de démissionner. Encore un bel exemple d'hypocrisie de la Ve République. Parallèlement, pour ce qui est de la formation du gouvernement, nous pouvons voir que le Premier ministre reste un subalterne, un pion et au mieux un conseiller royal qui a la possibilité de proposer mais jamais de contraindre. Un bel exemple de verticalité, mais comme vous le verrez, ce n'est rien par rapport à certains articles qui vont suivre. Article 9. L'empereur préside sa cour. Bah voilà, comme ça c'est cash. Et le meilleur pour la fin. Article 10. Toutes les lois sont soumises à l'examen de l'empereur qui décide si oui ou non elles sont valables et exécutables dans les 15 jours après qu'on lui ait transmis. S'il pense que là où les lois sont moisies et non conformes à ses intérêts, il peut renvoyer le texte à ses petites mains, ses scribes travaillant au Parlement. Le Parlement n'a pas le droit de refuser ce renvoi. Voici l'un des pires articles de notre Constitution, car celui-ci décrit, sans aucune vergogne, un grave problème de non-séparation des pouvoirs. Non-séparation qui fait de la France ni plus ni moins une tyrannie. C'est une chose qu'il faut bien comprendre et explique bien des situations. L'empereur et sa cour sont censés représenter le pouvoir exécutif. Le Parlement et le Sénat le pouvoir législatif. Les différents organes des autorités judiciaires représentent quant à eux le pouvoir judiciaire. Dans un état de droit sainement constitué, une démocratie ou au pire une république oligarchique, il faut que les pouvoirs soient indépendants les uns des autres. C'est logique car si l'un des pouvoirs a accès à ne serait-ce qu'un seul des autres pouvoirs, il peut devenir dangereux pour la majorité des résidents d'un tel état.
Ce qui est décrit dans cet article est ni plus ni moins qu'une infraction flagrante à cette règle primordiale de séparation des pouvoirs. Règle qui, si elle n'est pas respectée, font sombrer les sociétés dans la tyrannie, réduisant à néant tout l'intérêt des États de droit, chose démontrée jour après jour par les faits. Car au lieu de protéger, le droit devient un moyen d'asservir le plus grand nombre au profit du petit nombre. Pour info, cet article à lui seul prouve que la France n'est pas une démocratie et déclenche l'article 16 de la DDHC, chose expliquée plus en détail dans l'article en description. Je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis, à me faire part de vos remarques et questions. Si ce travail vous a plu, que vous l'avez trouvé utile et pertinent, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre afin qu'une majorité d'entre nous puisse prendre conscience des aberrations contenues dans ce torchon que l'on a osé nommer un jour Constitution.